Wait before applauding. Can Europe play a key role in science? To answer such a question is quite a challenge and should be one for all of us. It demands a heightened consciousness and lucidity because the winds of politics change until now have been blowing in the wrong direction. The European Union has betrayed the idea of Europe, stifling its historical impulse for creativity. European citizens have been deprived of the possibility of experiencing valid creative discoveries, which represent the most satisfying, exciting, and human joy. We have been depriving of that, especially our young people. European citizens have been, by the same impulse, blocked from acting for the advantage of the other, which is a founding principle of European nation-states embedded in the treaties of Westphalia. We have indulged in selfishness. We have been infantilized by the greed of the markets, the attacks of the oligarchy, and by the images of the medias. Compared to what is happening in the outside world, the win-win concept of the new Silk Road, the ongoing insurrection of many peoples against their exploitation. L'insurrection en cours de nombreux peuples contre leur exploitation, contre leur exclusion et contre leurs dirigeants défaillants. Nous nous trouvons ici, dans la vallée des paumés, sans l'excuse de l'occupation militaire que devaient supporter les Allemands de l'Est avant la chute du mur de Berlin. Le mur occidental s'effondre et tremble, et nos soi-disant dirigeants sont aveugles, et ils aveuglent la plupart d'entre nous. Ainsi, je vais tenter par mon discours de vous sortir de cette vallée des paumés, une vallée contrôlée par une forme mutante de l'Empire britannique, et vous prendre dans un voyage vers le futur où notre mandat est de construire au-delà. L'ennemi historique de l'Empire britannique, Lyndon LaRouche, sera forcément notre guide dans ce grand défi scientifique cherchant à relever l'Europe afin qu'elle puisse de nouveau jouer un rôle majeur dans les sciences. Dans sa forme actuelle, sous la Banque centrale européenne de Christine Lagarde et ses contrôleurs à la City de Londres, je dirais que l'espoir européen d'y arriver est aussi négatif que les taux d'intérêt que Lagarde compte imposer. Cependant, inspiré par l'optimisme de Lyndon LaRouche, il est clair que nous pouvons apporter au monde ce qu'il réclame de nous, pourvu qu'on change nos esprits et qu'on ouvre nos yeux, non pas pour notre seul salut, mais celui des peuples du monde qui ont besoin de nous, associés à la Russie, à la Chine, aux États-Unis et à l'Inde, afin de créer un avenir commun. Nous devons jeter nos illusions à la rivière, celle d'une Europe indépendante, opposée à tous, ainsi que l'illusion coloniale de diviser pour régner, à la rivière. À la place, apportant le meilleur de notre culture comme catalyseur du monde à venir. L'insurrection au cours des peuples du monde appelle à la justice et au développement mutuel. Mais comme Rosa Luxembourg le formula à son époque, il s'agit d'un ferment de grève de masse qui ne peut pas, par lui-même, développer une vision et un projet articulé du futur. Ces peuples ont besoin de ceux entre nous qui peuvent les aider pour leur montrer une voie et une direction guidant leur marche. C'est pour cette raison que la question de la science est si importante. Le véritable scientifique est en cohérence avec l'élan du ferment de grève de masse qui cherche quelque chose dépassant les règles du jeu qui prévalent. Le vrai scientifique explore, découvre, inspire les gens au-delà des logiques existantes. Notre défi est d'apporter l'environnement social requis
pour triompher sur nos ennemis. Si nous laissons à ces derniers le contrôle de la culture, nous sommes condamnés à l'échec. C'est pourquoi nous, les Européens, devrons définir une nouvelle forme de coopération entre nos nations en nous libérant de la servitude volontaire au service d'une oligarchie qui règne sur nos us et coutumes. C'est un sujet excessivement concret. Je suis désolé de le dire, mais nous devons cesser d'être pragmatiques. Pour y arriver, arrêtons d'être idéologues, arrêtons d'être des géopoliticiens. Pour y arriver, nous devons d'abord comprendre ce qu'est une vraie science, une vraie créativité. C'est, voilà, la lettre volée de l'Europe. La lettre est suspendue au milieu de notre salon. C'est la contribution historique de nos scientifiques, mais la plupart d'entre nous sont incapables de la voir. Nous sommes devenus aussi stupides que les inspecteurs de la police parisienne évoqués par Edgar Allan Poe dans son histoire. Ce qu'on enseigne dans nos écoles et nos universités, y compris dans les grandes écoles françaises, est avant tout utile pour savoir comment se comporter dans un monde où tout est défini d'avance, d'une façon mortelle, mais c'est une science totalement fake. Lorsque j'avais la trentaine, j'avais des forts doutes, déjà, sur la qualité de l'enseignement qu'on me dispensait dans ces institutions. Et Larouche m'a mis au défi avec ses idées et confirmé mes doutes. Pour jouer un rôle en science, il faut comprendre de quoi on parle. Parfois, comme le dit le hadith musulman, il faut aller la chercher, la science, jusqu'en Chine. Commençons notre voyage, donc, à partir de ce point de départ. Sébastien Drochon, Megan Beats et Jason Ross nous accompagneront par la suite. La science n'a rien à voir avec les statistiques qui ne reflètent que les développements du passé, car elle est la création pour maîtriser le futur. Les lois de l'univers ne résident pas dans le domaine du témoignage des sens en tant que tel, mais se trouvent dans la capacité de l'homme à changer son comportement de telle façon que son pouvoir soit l'univers, son pouvoir sur l'univers par individu et de façon délibérée augmente. Comme l'écrivait Lino Larouche, et je le cite, « La clé du caractère relativement singulier de mes propres découvertes est le rejet de la vision paroissiale de la science physique telle qu'on la définit ici d'ordinaire au XXe siècle. Le rejet de la vision paroissiale de la science physique, telle qu'on la définissait d'ordinaire au XXe siècle, et à la place, l'adoption pour la science physique du point de vue de la métaphore dans les formes artistiques classiques, en poésie, en dramaturgie, en musique polyphonique et en art plastique. Une compréhension intuitive de cette affirmation peut être déduite par un examen approfondi des peintures de Léonard de Vinci et de ses carnets de notes, où des éléments de musique, des dessins et des découvertes de principes physiques, y compris le principe du fonctionnement de la machine à vapeur, apparaissent sur une même page. Vasari rapporte également que Léonard avait demandé à des musiciens et à des chanteurs de lui tenir compagnie lorsqu'il peignait la Joconde, afin de l'aider à concentrer son esprit sur le domaine de la création. Et dans un des citations qu'il a présentées plus tard dans son traité de la peinture, il évoque le contentement que l'harmonie musicale produit dans l'ouïe, et il ajoute ce qui suit pour décrire le même effet dans la peinture. Bien plus fera la beauté proportionnée d'un visage angélique en peinture, de ses proportions, un accord dans ses proportions qui parle à l'œil au même temps que la musique parle à l'oreille. Et si telle harmonie de la beauté est montrée à celui qui aime celle qui a servi de modèle, celui-là restera en admiration stupéfaite et dans une joie incomparable et supérieure à celle de tous les autres sens. Fin de citation. Dans un autre passage, on voit comment Léonard, inspiré par ses découvertes de principes physiques, les utilise comme des éléments esthétiques dans ses œuvres d'art.
Ces études de la dynamique des fluides dans l'eau et dans l'air l'ont conduit à découvrir comment la pression créée par un courant d'eau ou d'air sur un objet dans son passage provoque la création de tourbillons. Slide. Donc, vous voyez la circulation de l'eau rencontrant un obstacle dans l'eau ou dans l'air. C'est le principe de la poussée dans les avions, qui permet aux avions de voler. Voilà, vous voyez là les ondes autour de l'aile de l'oiseau. Et là, vous voyez donc des vortex quand il y a un obstacle plat ou rond ou carré planté dans un flux d'eau. Et là, vous retrouvez les mêmes vortex, mais dans les cheveux d'une femme. Un vient du poids des cheveux et l'autre vient, cette eau a des vortex bouclés. La métaphore, cette dynamique définit chaque élément particulier, ce qui n'est pas possible dans un monde aristotélicien dans lequel nous vivons, et c'est bien un défi. La métaphore, dans le vrai sens, n'est pas une figure de style établissant une analogie entre deux mots appartenant à des domaines différents, mais bien plus la pratique essentielle par laquelle nous sélectionnons, citation, des noms appropriés pour des notions préconscientes, facilitant leur passage dans le domaine de la conscience. Citation d'Olino de la Rouche. Cela est à l'opposé du politiquement correct qui prévaut en science depuis au moins une cinquantaine d'années. Pour la vision politiquement correcte, la science est basée sur la logique, sur l'induction et la déduction. Après le principe d'induction, si quelque chose se reproduit de nombreuses fois, elle se produira tout le temps et peut être considérée comme une loi. Le philosophe allemand Leibniz, à l'opposé, appelait cela la pensée consécutive, celle d'un pauvre chien qui, battu de nombreuses fois, se lève dès qu'il voit un bâton et part en courant de peur, ou encore le spéculateur proverbial qui, en se jetant par le 5e étage d'un immeuble, affirme que rien qui se passe, que les 49 premiers étages, tout se passe très bien, ce qui prouvera qu'il va très bien finir. Il s'en sortira sain et sauf. La déduction, de l'autre côté, se résume à la capacité à pouvoir déduire toutes les propriétés à partir d'un concept donné. Cependant, la déduction est incapable d'anticiper la transformation du concept ou d'un ensemble d'axiomes. Aristote, par exemple, définissait l'économie du point de vue d'un ensemble donné de familles et d'esclaves dans le cadre d'un modèle donné de production. Il en déduisait que dans un monde de ressources limitées, la croissance devait être limitée et la croissance démographique maîtrisée, y compris grâce à des relations amicales entre individus du même sexe. L'autre nom pour la déduction est en effet le malthusianisme, le malthusisme criminel. La vie de Larouche fut une offensive incessante contre cette culture de la mort. Sans cesse, il proclama que les fonctions cognitives permettant d'engendrer la découverte de nouveaux principes physiques doivent être assimilées aux pratiques économiques en vue d'accroître par habitant la puissance productive du travail. Et dans son œuvre, La science n'est pas les statistiques, il précise que la relation entre les pouvoirs cognitifs spécifiques à l'esprit humain individuel et l'accroissement de densité démographique relative à l'espèce humaine, voilà le fondement de mon travail en économie depuis 4 décennies. Fin de citation.
Il a écrit ça depuis longtemps et aujourd'hui, c'est pour nous. Cette défense de ce qui est spécifiquement humain dans chaque individu est ce qui inspira Larouche à s'en prendre au mathématicien Bertrand Russell et ses disciples et protégés, à Norbert Wiener, l'inventeur de la théorie de l'information, à John von Neumann, et pour des esprits remplis de préjugés, paradoxalement, tout autant à quelqu'un comme von Hayek, père de l'ultralibéralisme, et de l'autre côté, son antithèse supposée, Karl Marx. Et ceci au nom de Platon, de Leibniz, d'Herbart, de Gauss, le plus souvent servant de la méthode polémique de François Rabelais. Pouvoir rire avec les absurdités malfaisantes ou les erreurs de composition est le propre de l'homme. Écoutons Larouche se payer Wiener. Citation. Le point de départ de mon attaque sur cette escroquerie appelée la théorie de l'information de Wiener était inévitablement la nature de la distinction séparant les processus dans l'ordre sous-jacent essentiellement anthropique, en opposition à ceux qui, comme par exemple les processus du vivant, qui sont anti-anthropiques dans leur ordonnancement sous-jacent. Ce que Larouche souligne ici avec raison, c'est qu'une personnalité aussi célèbre que Wiener confond les processus du vivant avec ceux du non-vivant, pire qu'un enfant. L'Europe, pour revenir à notre sujet, ne peut que jouer un rôle en science que si elle reconnaît que la science est un moyen pour lutter contre l'entropie, engendrant des accroissements des pouvoirs productifs du travail humain, conduisant à des hausses du potentiel relatif de densité démographique. Il ne s'agit pas de classer les choses dans un ordre donné ou joli, en prenant des notes et en les relisant. Larouche, de nouveau, je cite, l'idée d'un contraste opposant entropie et anti-entropie est située en dehors de ce qu'un doctorant considère comme les mathématiques. Elle appartient au domaine plus élevé, dite méta-mathématique, que Leibniz définissait comme l'analysis situs. La dynentropie, que Larouche appelait ensuite négantropie et ensuite anti-entropie, est un type d'ordonnancement qu'on ne pourrait jamais définir en termes de fonctions statistiques ou par une quelconque autre modèle déductif. À l'opposé d'un univers anthropique qui se condamne à mort, citation, la science physique se focalise sur la nature de l'ordonnancement d'hypothèses successives plus puissantes. Ainsi, eu égard de cet éclairage, la science devient question de comment on galvanise les esprits et les activités connexes de groupes de scientifiques et d'autres, comment on les oriente vers une tâche donnée, une mission, en tant que série d'hypothèses successives plus puissantes, exprimant le progrès. Fin de citation. C'est totalement non linéaire. Voilà notre mission, notre tâche, ici et maintenant. Nous vous invitons, nous vous sommons tous à rejoindre cette approche pour la sécurité de l'Europe et pour tout le bien que l'Europe pourra et devra apporter au monde. Permettez-moi maintenant de définir comment je vois vous sortir de cette vallée des paumés. D'abord, nous devons donner l'appétit pour un changement à nous-mêmes et à nos concitoyens. L'Europe est une vieille dame endormie qui a besoin d'un coup de pied scientifique dans les fesses, pas de petits bisous sur les lèvres, afin de la tirer de son sommeil de la raison. Quel monde voulons-nous? Voulons-nous continuer à sombrer dans le confort mortel du pessimisme vert et finir dans le chaos vert profond que souhaitent ces menteurs oligarchiques? Voulons-nous continuer à penser que nos enfants et petits-enfants auront une vie pire que nous ou mourront dans un effondrement brutal? Seuls 3% des Français pensent actuellement que les vies de leurs descendants seront meilleures que les leurs. 3%. Ou
Ou allons-nous prendre au sérieux notre vraie histoire de la science, non mathématique et anti-anthropique, et décider de lui redonner vie? Pour cela, nous devons définir de quelle infrastructure, de quelle industrie, de quelle agriculture et de quelle industrie agroalimentaire nous aurons besoin en fonction de ce que les générations futures, l'intérêt général, requièrent. Nous devons concevoir cela avec les yeux du futur et non pas avec les yeux crevés de l'argent, de ce que nous possédons, ce que nous pouvons émettre. Parier sur l'avenir économique réel signifie que nous devons émettre du crédit pour des découvertes scientifiques avancées et du développement qui en découle. Ce crédit doit engendrer des capacités productives plus grandes et un cycle ouvert aux découvertes scientifiques de principes, de technologies, d'infrastructures, d'innovation et d'éducation, des pouvoirs productifs du travail au bénéfice de tous. Il faut commencer par le sommet, par le top-down, avec des nouvelles hypothèses économiques et sociales, comme lorsqu'un scientifique remet en cause les axiomes et les postulats d'un ordre donné de choses, afin d'effectuer un saut disruptif vers une meilleure conjecture. Évidemment, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD, ainsi que tout le système euro, se trouvent dans le camp de l'ennemi. Le Environmental Funders Network, ce club de milliardaires donateurs environnementaux, ainsi que la Fondation européenne du climat, promeuvent l'idée qu'il ne peut exister une croissance infinie dans un monde de ressources limitées, suivant les règles criminelles du jeu, suivant Aristote et Malthus. Faisant l'impasse sur la créativité humaine qu'ils craignent, leur choix est la dépopulation criminelle. N'ayant aucune illusion, nul d'entre eux ne possède une quelconque valeur, car tous sont commis à différents degrés d'entropie. Ils se condamnent eux-mêmes à être des criminels. Nous devons nous en libérer en retournant aux sources de la création scientifique afin de mobiliser nos facultés créatrices et afin d'inspirer d'autres. Notre projet, c'est que l'Europe doit jouer un rôle dans les sciences, la vraie science. Nous devons penser au-delà de cette fausse Europe, de cette Union européenne qui doit être dissoute. Nous devons opter pour des coopérations renforcées entre nations pour un développement mutuel. Cependant, le choix n'est pas celui qui consisterait à revenir aux racines géopolitiques de type de souveraineté qui nous a conduits sous dominance britannique à la guerre mondiale, ni de se précipiter dans une fiction d'une souveraineté européenne ou mondiale. Chacun de ces deux pièges nous conduisons à la boucherie humaine, mais d'organiser une communauté de nations engagées dans un rapport gagnant-gagnant au service des objectifs communs de l'humanité. Ainsi, l'initiative chinoise Une ceinture, une route représente une occasion fantastique à saisir, sous condition que nous nous concentrons sur le long terme. Notre coopération s'étend de l'aéronautique, du spatial, de la fission et de la fusion nucléaire aux technologies de rupture que sont l'intelligence artificielle, les objets connectés, les superordinateurs, jusqu'au village intelligent, l'environnement, le grand H et la lutte contre les épidémies. À l'avenir, on ne peut pas couper ces choses-là dans des petits bouts. À l'avenir, nous devrions solliciter la coopération des entreprises chinoises pour alimenter un développement technologique global et commun pour nous au monde et pour tout le monde. Une autre occasion énorme nous est offerte en ce moment par le fait que Trump et la population américaine souhaitent mettre fin aux aventures militaires meurtrières entreprises par le complexe militaro-industriel au nom de la responsabilité de protéger. Trump a publiquement accusé ce complexe militaro-industriel, bien qu'il faille plutôt parler d'atrocités militaro-financières de l'Empire britannique. Trump a fait un pas pour combattre. Au sein de notre mouvement en Europe, nous travaillons à une plateforme programmatique résumant ce que nous pensons et disons. Notre Institut Schiller agit de la même sorte, de l'Australie jusqu'aux Amériques. Nous avons besoin d'une connectivité inclusive, pensée et organisée comme un tout.
ici et maintenant. Au niveau de l'énergie, l'énergie nucléaire doit rester au cœur de nos revendications, aussi bien la construction de réacteurs de nouvelle génération, 4e génération, et le développement des réacteurs de recherche. La France reste un exemple pour tous, bien que nous venons de mettre en sommeil notre projet de réacteur à neutrons rapides, Astrid, et que notre laser mégajoule, avec Lawrence Livermore, un des plus avancés au monde, n'est disponible, où on vient d'avoir une percée. Ce LMJ n'est utilisé qu'à 25% du temps pour la recherche civile. La construction d'ITER, également un pari majeur sur l'avenir, à laquelle se trouvent associés l'Union européenne, la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, le Japon et la Corée. Nous devons également développer les réacteurs à sel fondu au thorium. L'Allemagne, qui, comme la Suisse et l'Italie, ferme ses réacteurs, a heureusement gardé quelques réacteurs de recherche. Nous avons besoin d'une nouvelle initiative du type Euratom intelligente, car nous avons parmi les meilleurs chercheurs du monde dans ce domaine et nous devons les structurer en task force, c'est-à-dire en équipe projet scientifique. Deuxièmement, l'espace. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, en coopération avec Roscosmos, travaille sur le projet ExoMars 2020, un projet permettant à poser un atterrisseur sur Mars Le fonctionnement de l'ESA montre qu'on peut fonctionner de façon correcte avec d'autres nations, avec la NASA, avec la Russie, avec d'autres. Les astronautes occidentaux, de pair avec leurs collègues russes, ont fondé en 1985, c'est-à-dire en pleine guerre froide, ils ont fondé l'Association pour les explorateurs de l'espace, afin de promouvoir aussi bien l'exploration spatiale que la science et l'engineering spatial. Des hommes travaillant dans un environnement créateur et confrontés à l'inconnu tendent à devenir des frères. Tendent à devenir des frères parce que l'humanité avance grâce à leur engagement commun et leur travail commun. L'Europe, à travers le domaine spatial, peut se relever donc et se retrouver un rôle dans la science. Ensuite, le transport. L'idée, c'est d'irriguer toute l'Europe de l'Atlantique à l'Oural avec une combinaison, même jusqu'à la mer de Chine, avec une combinaison de canaux transportant des bandereux, des trains transportant toutes sortes de marchandises et des camions à partir de hubs logistiques assurant des livraisons du dernier kilomètre, ainsi que des avions pour les colis express ou de haute valeur ajoutée. En Europe de l'Est, la priorité ira au réseau ferroviaire, dont la remise à niveau est extrêmement urgente. Enfin, la construction, tout ce qu'on aura besoin en termes de transport et de logement pour notre avenir devrait être quantifié, aussi bien en termes de matériaux qu'en termes de main-d'œuvre. L'idée, c'est d'intégrer les réseaux européens et eurasiatiques avec les routes de la soie, aussi bien dans la direction nord-sud qu'est-ouest, débouchant respectivement sur la Méditerranée, l'Atlantique et le Pacifique. Dans ce cadre, la coopération entre nations européennes pour le développement de l'Afrique est une priorité. C'est dans cet environnement et doté d'un fort sens de mission que l'Europe jouera un rôle dans la science. Enfin, le sujet le plus important, c'est le fait qu'une vraie éducation scientifique nécessite que la personne éduquée arrive à rendre consciente à son esprit ses propres processus créateurs préconscients de mémoire et d'intuition créatrice. Larouche souligne que la formulation d'un nouveau principe expérimentalement vérifiable s'opère derrière l'écran opaque des processus cognitifs de chaque individu et n'est donc pas représentable par un quelconque système de communication. Existant. S'il en est ainsi,
Comment puisse-t-on alors l'enseigner? Comment ce domaine peut être rendu accessible? Existe-t-il une méthode formelle pour résoudre les paradoxes ontologiques à l'origine des découvertes scientifiques? De toute évidence, cela ne s'apprend pas dans les manuels. La solution consiste à répliquer la découverte au sein de son propre esprit et dans ce but de créer dans l'esprit une proximité avec les idées artistiques, en particulier avec les idées musicales, et qui ont la même origine métaphorique que les principes scientifiques. La science est une métaphore, nous dit Larouche. C'est pour cela qu'Einstein jouait du violon et que Léonard s'intéressait tellement à toute forme de création artistique, et pas seulement la peinture. La capacité de découvrir et d'assimiler des principes physiques nouveaux est nourrie par l'exploration du domaine préconscient de la création artistique. C'est pourquoi les méthodes déductives dites d'apprentissage et du répéter après moi de formules déjà découvertes sont si destructives. Encore plus fondamentalement destructrice et dure à traiter est la déficience mentale consistant à séparer le domaine de la science de celui de l'art. Pour y remédier, ce sont les fondations mêmes de notre système éducatif qui devront être changées afin de libérer nos esprits d'être capables de jouer un rôle dans la science. Pour nous, Européens, des références historiques existent. Les concepts d'éducation développés à la Renaissance, le système des brigades à l'école polytechnique conçu par Gaspard Monge et Lazare Carnot, avant son abrogation sous Napoléon, où l'apprentissage de la composition musicale et de la peinture complétait l'éducation donnée à des élèves dans ce qui était à l'époque le centre de travaux scientifiques et d'ingénieurs le plus avancé de tous les temps. Enfin, le curriculum établi en Allemagne par les frères Humboldt et les classiques allemands est une autre référence en la matière. Nous sommes ici, en Europe, dans un espace qui reste identique et même rétréci, mais habité par de plus en plus de gens dont les esprits sont pleins de saleté et où les portes de sortie rétrécissent. Cela ne devrait pas surprendre que les idéologues criminels de la dépopulation et les apôtres de la collapsologie peuvent introduire leurs idées dans un environnement aussi pollué. Je me sens parfois comme ce caractère décrit par Edgar Allan Poe dans The Pit and the Pendulum, le puits et la pendule. Comme lui, nous avons une occasion à saisir en ce moment de l'histoire, pourvu que nous libérions la créativité dans nos esprits et la partageons avec les peuples qui demandent une vie meilleure et plus humaine. Voilà la dimension du défi devant nous, celui de libérer l'Europe afin qu'elle puisse retrouver son rôle dans la science. Le fera-t-elle? La réponse est en chacun de nous. Merci.